aujourd'hui, dans Roue Libre, j'ai l'immense privilège de recevoir un duo d'auteurs choc, Mia. Rémoras, La Trappe, la trilogie de la Faille et maintenant Max. Autant de romans du duo d'auteurs Mia qui tous, d'une façon ou d'une autre, ont marqué leurs lecteurs. Après la science-fiction, la politique-fiction, Hélène Jacob et Sébastien Cerise nous présentent en avant-première leur dernier roman, Max. Un thriller fantastique. Accrochez-vous les grands auteurs dans ce domaine. Missing in Action, Mia, a du punch, du culot et du répondant. Bonjour Hélène et Sébastien, et bienvenue dans Roue Libre. Bonjour Cathy. Bonjour. Présentez-nous Max en quelques mots, Sébastien, si tu veux. Max en quelques mots. En quelques mots. Ouais, c'est un ovni, quelque chose que j'aurais aimé lire depuis pas mal de temps, parce que on le considère comme du, on va dire thriller fantastique, d'épouvante, tout ce qu'on veut, mais c'est pas exactement ça. Donc c'est un ovni, pour moi, à découvrir, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas vu ailleurs. Hélène? Oui, mais je crois que le mot ovni résume bien la chose. C'est effectivement un titre qui est à la frontière. On n'a pas voulu faire donc un thriller classique. Donc il en a un certain nombre de codes, mais avec une notion peut-être derrière presque j'irais presque jusqu'à conte philosophique. C'est un petit peu exagéré, mais c'est l'idée. D'accord. Max, 3 lettres, un prénom et une couverture choc, dont on découvre les détails après la lecture de votre roman. Pourquoi vous êtes-vous lancé dans le thriller fantastique? Et pourquoi ce titre qui claque comme une gifle? Hélène? Alors le titre est presque venu avant tout le reste. Donc bon, et bien sûr, il faudra lire pour comprendre, mais on a la réputation et on aime rester sur des titres assez courts avec Mia, parce que notre propre nom de plume est déjà très court et un petit peu mystérieux pour ceux qui ne connaissent pas l'acronyme. Et c'est vrai que il s'est imposé tout seul très rapidement sur une idée de Seb pour cette fois-ci, et on n'a même pas cherché autre chose. Voilà. C'est vrai, Seb? C'est toi qui as trouvé le nom? Ouais, ça nous est venu en discutant. J'avais ce nom-là en tête. Je trouvais qu'il collait bien avec Mia, mais on savait pas encore très bien ce qu'on allait mettre dedans. Donc le titre est arrivé avant le bouquin. Bon, il y avait quelques idées, j'avais quelques trucs en tête, mais c'est comme ça qu'on bosse en général. On part d'une idée, mais qui est vraiment une bribe, un petit truc. Et après quelques heures de discussion tous les deux, on arrive à un synopsis plus complet, et puis ensuite on attaque. Ok. Alors, l'histoire a lieu aux États-Unis, plus précisément à la Nouvelle-Orléans. Cette ville constituait-elle pour vous un endroit propice à l'atmosphère fantastique qui règne dans l'histoire, ou est-ce l'effet dévastateur de Katrina, ou alors juste la présence des moustiques? Seb ou Hélène? Alors, pour le choix de la Nouvelle-Orléans, là, pour le coup, c'est Hélène. Donc, je la laisserai répondre ensuite. C'est une ville qui est très propice avec son côté magique, effectivement dévastée récemment, mais c'est pas tellement ce côté-là qui nous intéressait. C'était, même si ça fait partie aussi de l'ambiance globale, mais c'est surtout ce côté un peu mystique. C'est une ville qui a quelque chose de mystique, donc qui se prêtait bien à l'histoire. On y reviendra d'ailleurs. Hélène? Oui, alors moi c'est une ville que j'ai beaucoup abordée pendant mes études de langue et de lettres, donc ça remonte un peu, que j'ai beaucoup vu ou lu ou dans différents films, séries, livres quand j'étais plus jeune, et particulièrement ces dernières années aussi. C'est un peu un hasard, mais c'est surtout, j'ai pensé que c'était intéressant effectivement, comme le dit Seb, pour le côté un peu public que tout le monde connaît, vaudou, voilà, toute cette partie mystique que généralement les gens ressentent quand on parle de la Nouvelle-Orléans, mais également parce que sur le plan purement historique et culturel, c'est la seule ville des États-Unis qui a, d'une part effectivement il y a la particularité de Katrina qui était utile pour toute la trame, enfin tout ce qu'on raconte à l'intérieur, mais également parce que c'est
un ovni, c'est une ville ovni elle-même au sein des États-Unis, en raison de la manière dont elle a été fondée à l'origine et la façon qu'elle a eu de se construire sur le plan culturel, racial. Il y a tout un tas de choses à l'intérieur qu'aucune autre ville des États-Unis ne pouvait apporter et qui allait être utile pour notre propos également derrière. Donc elle s'est imposée en 3 minutes, c'est pareil, il n'y a pas eu on n'a même pas eu vraiment besoin d'en discuter parce que tous les éléments étaient contenus déjà dans cette ville-là. Ok. Quelles ont été vos références pour écrire Max, vos sources d'inspiration, Seb? Bon, plutôt des... Alors pour l'histoire, il n'y a pas de source d'inspiration spécifique. En revanche, pour l'ambiance, je pense qu'on s'est... Enfin, pour ma part, je voyais quelques séries américaines, dont une qui s'appelle American Horror Story. Et il y a une des saisons, qui se passe à la Nouvelle-Orléans. Et ce côté ambiance, mais globalement de American Horror Story, un peu poisseux, que j'ai bien aimé. Ensuite, il y en a d'autres. Il y a des séries, une série qui s'appelle, que j'ai oublié le nom, évidemment, une série de vampires qui se passe à la Nouvelle-Orléans que j'ai bien aimé. Hélène, si tu me retrouves le nom, tu me le diras. The Originals, exactement. Donc que j'ai particulièrement aimé aussi, et l'ambiance de la série, l'histoire est pas géniale, mais bref, le reste côté ambiance, c'était bien. Par contre, pour le reste, réelle source, bon, il y en a d'autres. Il y a des films que j'aime bien. Moi, j'aime beaucoup un film qui s'appelle en français, L'Avocat du Diable, certainement, avec Al Pacino et Keanu Reeves, que j'ai bien aimé. Mais c'est pareil, c'est de l'ambiance, c'est des petites bribes, il y a pas d'inspiration réelle pour ce livre qui, encore une fois, est un ovni. J'en ai vu des pareils ailleurs, nulle part ailleurs. Donc voilà. Hélène, si tu as des trucs à ajouter. Oui, non, c'est tout à fait ça. C'est des inspirations très très multiples au niveau de l'ambiance elle-même. Après, moi, c'est vrai que je suis très influencée par mes polar, thriller, ça dépend, nordique, donc on n'est pas du tout dans le même cadre à l'origine, mais qui ont la particularité de privilégier presque effectivement l'ambiance par rapport à l'histoire pure. Donc l'histoire, bien sûr, est importante, mais ce côté très ralenti, très comment dire, où on est presque dans quelque chose d'épuré par moment. C'est plutôt, c'est pas un thriller d'action où tout le monde se court après en tirant en l'air. On n'est pas du tout là-dedans. Et moi, c'est vrai que là-dessus, toute ma littérature nordique, donc norvégienne, etc., a forcément, je suppose, une influence sur la façon dont l'action arrive et l'espèce de ralentissement interne des personnages, où voilà, il y a vraiment, je pense, un équilibre, enfin une balance qui penche plus vers ce côté ambiance que purement vers l'action traditionnelle qu'on trouve dans les thrillers. Ok. Parlons un peu des personnages principaux de Max. Tout d'abord, Abigail, la force créatrice, celle qui fait la nique aux volontés du narrateur, et Zachary, l'ancien flic, qui m'a personnellement beaucoup touchée. Victime de la maladie de Willis Ekbom, plus connu sous le nom de syndrome des jambes sans repos, ce type vit un calvaire. Dites-nous-en un petit peu plus sur eux, Hélène. Alors, je laisserai Seb parler d'Abigail, je vais parler de Zachary. Oui, c'est un personnage qui est très complexe, qui est à mon avis, vraiment une forme d'anti-héros par rapport toujours, pareil, au code traditionnel du thriller. C'est quelqu'un. Alors, il était très intéressant à manipuler sur le plan narratif parce que il est effectivement un peu au bout du rouleau, on va dire ça comme ça. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui a une nature plutôt positive à l'origine, ce qui fait qu'il est dans une dérision, une autodérision presque permanente. Vis-à-vis de tout, y compris de lui-même, y compris vis-à-vis de ce qui lui arrive, de la façon qu'il a de vivre de façon extrêmement ralentie, extrêmement détachée des événements. Un personnage qui s'est retrouvé donc avec le temps isolé, qui cherche sa voie, qui ne sait plus trop ce qu'il doit faire de lui, tout simplement, qui arrive à sa moitié on va dire à la moitié de sa vie et qui est en flottement, un flottement dont il ne sait pas quoi faire et qui va se retrouver
un peu malgré lui embringuer dans quelque chose qui va vite le dépasser. Ok. Seb? Abigail, c'est difficile d'en dire beaucoup, mais pour moi, elle est le contrepoint de l'histoire. En lisant, on comprend pourquoi elle est ça, mais elle est effectivement celle qui fait un peu, comme tu as dit, la nique aux volontés de l'histoire principale, du narrateur. Et elle est ça, elle est effectivement une force, mais elle n'est pas que ça. Elle a aussi des côtés faibles. Elle est complètement humaine. C'est un personnage comme on les aime bien. Elle est équivoque. Elle est pas simple. C'est pas un personnage simple. Mais elle est pour moi le contrepoint qui a été super utile pendant l'écriture du roman, qui permettait une autre vision et de mettre les lecteurs sur d'autres pistes en fait. Je pense qu'on peut pas en dire beaucoup plus. C'est compliqué d'en dire plus, effectivement, compte tenu de la façon dont le livre est monté. Oui. Ah oui, je comprends. On retrouve les mêmes fils conducteurs que dans vos précédents ouvrages. La manipulation, l'échiquier, les pions. Souvent une critique sociétale qui verse dans Max dans une violente condamnation de nos modes de pensée, formatés, très ancrés dans nos cultures judéo-chrétiennes. Pourquoi cette volonté ? Je vais répondre pour commencer. Alors, bien comprendre que ce soit dans Max d'ailleurs ou dans nos livres précédents, plus qu'une condamnation, c'est plutôt le but de Mia généralement, et on ne le fait même pas exprès, c'est naturel chez nous dans nos livres, c'est qu'on essaye de pousser nos lecteurs à remettre en question des tas de pensées sur des domaines donc très variés qui vont toucher effectivement la politique, l'économie, les pensées religieuses, tout un tas de choses, sans avoir la prétention de leur apporter toutes les réponses évidemment. C'est juste j'aime bien l'expression secouer le cocotier. C'est-à-dire qu'on ne condamne pas, on demande juste: est-ce que vous avez pensé à ça? Est-ce que vous y avez réfléchi? Est-ce que ça ne vous choque pas que? Est-ce que? Et à charge à eux, à charge aux lecteurs, évidemment, à partir de là, de réfléchir, s'ils le souhaitent, à certains points donc que nous, on aime bien, des petites piqûres qu'on aime bien aller gratter. J'aime bien l'expression aussi gratter là où ça démange déjà. Ouais. Et puis après, j'allais dire que la conclusion, évidemment, leur appartient. Et si ils sortent de nos livres avec ou une sensation de malaise, ou une sensation de j'avais pas pensé à ça, ou des questions qui jaillissent et qui font que ça leur trotte dans la tête, c'est qu'on a rempli notre contrat. Je vais le présenter de cette façon-là. Mais ce n'est pas une condamnation pure et simple, dans le sens bien sûr où, attention, les auteurs et ce qui se dit dans les livres, nous ne sommes pas forcément d'accord avec le narrateur, évidemment. Mais c'est intéressant de voir comment les gens réagissent à ce genre de propos. Ok. Seb ? Oui, je pense que Hélène a tout dit. L'objectif, c'est vraiment de poser des questions, pas d'arriver avec des réponses. Mais on aime bien, gratouiller là où ça chatouille déjà pas mal. Et mettre un peu, comme nous, on aime bien se le faire à nous, se mettre un peu le nez dans le caca et se poser les questions, savoir est-ce que ça sent bon, quoi. Et effectivement, là, on a tapé un peu sur nos croyances, nos habitudes judéo-chrétiennes. Alors ça plaira pas à tout le monde. Il y en a qui les ont très ancrées. C'est pas, pour moi, pas un souci dans l'absolu. Le but, c'est de poser des questions et de se demander. On a tous des croyances un peu bizarres qui probablement en plus nous limitent dans la vie. Et j'aime bien poser les questions qui fâchent et voir les réactions. Donc c'est un peu ça. Là pour Max, on est peut-être allé un cran plus loin là-dedans. Et comme dit Hélène, on n'a pas non plus, on n'est pas forcément d'accord avec tout ce que nos personnages disent. Oui, c'est important. Oui, on y reviendra, je pense, à ce genre de questions. Max balaie d'un revers de main les religions, les politiques, le racisme, je vous cite, passe-temps des incultes, les guerres et crimes de guerre, le napalm, c'est bon, c'est chaud, ça colle à la peau, l'homosexualité, les médias, l'homoparentalité, les handicapés, la vieillesse, la fin de vie. Pourquoi avoir abordé ces thèmes majeurs de manière si sulfureuse? Un côté prophète ou un grand coup de gueule?
Je réponds, Seb. Vas-y. Alors non, pas un côté prophète, on n'ira pas jusque là. Plus donc ce que je disais juste avant, un côté c'est des questions qui, surtout à l'ère moderne, bon, l'actualité est compliquée. Ces derniers mois, on sait tout ce qui a pu se passer. Ce sont des sujets qui posent problème à pas mal de gens pour des raisons diverses. Et le coup de pied dans la fourmilière est intéressant. On le voit dans les réactions des lecteurs parce que ça ne se fait pas d'en parler, ou en tout cas d'en parler de cette façon-là. Ça se fait on peut en parler sur un plateau télé, dans des émissions bien formatées, il n'y a pas de problème. Quand il s'agit de venir effectivement apporter des avis contraires, des points de vue contraires qui ne sont pas politiquement corrects, tout de suite c'est très gênant. Ça ne se fait pas. D'ailleurs l'expression est employée 2 ou 3 reprises dans le livre. Et toutes ces questions de société, on a, Seb et moi, bien sûr, des avis personnels sur ces questions, des avis de personnes humaines, mais d'un point de vue sociétal, c'était intéressant de pouvoir, pareil, lancer des petites bombes à l'intérieur du livre et de voir derrière les réactions, les réflexions que ça entraîne chez les gens. Et rien de plus effectivement épidermique comme sujet que la religion, le handicap, des thématiques qui depuis 20 ou 30 ans sont prises en charge par des gouvernements, etc. Est-ce qu'ils le font bien ou pas? La question est posée. Est-ce que les personnages du livre ou la voix du narrateur du livre a raison de dire certaines choses? Nous n'avons pas les réponses. Mais les questions sont intéressantes à poser parce qu'on ne les pose jamais comme ça. Ok. Seb? Ouais, on est dans un monde où beaucoup de gens partent du principe que le monde entier, la société, leur doit quelque chose parce qu'ils sont d'une race, d'une religion, d'une sexualité, d'un genre, qu'ils ont un handicap ou quoi que ce soit. Moi, je pense que la société ne doit rien à personne et que c'est intéressant de poser les questions de cette manière-là. Et j'aime bien présenter les choses comme ça. C'est qu'on considère ça comme acquis, qu'on nous doit quelque chose en tant qu'humain. Moi, je pense qu'en tant qu'humain, à titre personnel, on n'est vraiment pas grand-chose. Et que personne ne nous doit rien. Et en tout cas, la société le monde en tant que société ne nous doit rien. Et j'aime bien, c'était un peu une façon de dire, c'était Kennedy qui disait ça. Ne vous demandez pas ce que l'Amérique peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour l'Amérique. J'aime bien cette idée-là, mais reprise pour le monde, quoi. Se sortir les doigts du cul et arrêter de penser que le monde entier nous doit quelque chose parce qu'on est ceci ou cela. Je pense que ça regarde personne, que tout le monde s'en fout, moi le premier, et que c'est pas ce qui nous, c'est pas le plus petit facteur commun qu'on a en tant qu'humain, et pas le plus intéressant en tout cas. Et c'était, encore une fois, c'est des questions, hein. C'est pas les réponses. Il y a des réponses apportées dans le livre qui sont pas forcément les nôtres, qui sont celles du narrateur. On a décidé de prendre un billet. Rentre dedans pour être gentil. Encore, ceux qui liront découvriront que c'est un pas plus loin que le rentre dedans. C'est pas forcément, voilà. C'est pas forcément notre avis. En tout cas, pas tout le temps. Il y a des phrases sur lesquelles je serais d'accord. D'autres, je me dis que ça va trop loin, évidemment. Mais c'était sympa de savoir jusqu'où on peut aller trop loin dans ce genre de thème sur de la fiction. Voilà. Ouais. C'était un exercice vraiment sympa. La notion du bien et du mal est très présente dans vos ouvrages, mais dans Max, elle est remise en question pour prendre les notions de création, destruction. Mère nature, des différentes énergies sont présentes. Je vous cite. S'il n'y avait pas de vent pour faire tomber les feuilles mortes, comment d'autres feuilles pourraient repousser ensuite? Ce qui donne, à mon avis, beaucoup de profondeur au roman, voire une certaine poésie philosophique que l'on n'attend pas forcément du côté obscur. Me suis-je lamentablement planté dans mon ressenti? Seb? Non, je pense pas. Je pense pas que tu t'es largement planté dans le ressenti. On n'a pas essayé de faire de poésie, hein. C'est pas, en tout cas pour moi, c'est pas du tout mon domaine. On n'était même pas réellement parti pour faire quelque chose de philosophique, en tout cas à la base, même si on avait des idées à placer dedans. Et puis c'est vrai que au final, ça ressemble un petit peu à ça. Mais effectivement, je pense qu'on est trop bloqué sur les notions de bien et de mal, et pas assez sur des notions de polarité, de négatif, de positif. Pour moi, il n'y a pas de positif s'il n'y a pas de négatif.
Donc c'est assez stupide de parler pour moi, hein, c'est une stupidité profonde de parler de bien ou de mal, à mon sens. Et là, pour le coup, c'est moi réellement qui parle, et c'est aussi dans le livre. Hélène nous dira ce qu'elle en pense après. Mais le bien et le mal sont des notions qui n'ont aucun intérêt. L'un ne peut pas exister sans l'autre. Si tout était beau, tout était gentil, on s'emmerderait comme des rats morts. Donc, pour moi, les notions les plus intéressantes sont la polarité, création, destruction, négatif, positif. Mais nous, on rajoute de la morale là-dedans. Or, la morale, on sait en plus qu'elle est question de religion, de société dans laquelle on vit, d'époque, de pays. Donc, c'est des notions qui ne sont pas figées. Positif, négatif, c'est des notions figées. En tout cas, en termes de polarité, c'est très figé. C'est plus sympa de jouer avec ce genre de choses. Hélène? Oui, mais je crois que Seb a bien résumé la chose. C'est vrai que le bien et mal, c'est vraiment une notion religieuse, pas implantée par les religions dans le comportement des gens. Là où nous on est parti sur un biais plus donc effectivement création-destruction, parce que à mon sens, les humains sont l'humanité de façon générale est beaucoup plus complexe qu'une simple réduction au bien ou au mal. On sait très bien qu'une personne, selon les codes religieux, une personne 100% bonne ou 100% mauvaise, théoriquement sur le papier, ça n'existe pas. Voilà, par exemple, j'ai la prétention d'être quelqu'un de plutôt bien, de plutôt pas psychopathe, plutôt tourné vers les autres, et pour autant, dans ma vie jusqu'à aujourd'hui, forcément, mécaniquement, j'ai fait des choses qui n'étaient pas géniales. Ça a pu m'arriver, voilà, depuis que je suis née, de mentir, de shipper quelque chose à l'âge de 8 ans, ou de faire quoi que ce soit. Et si on regarde ça selon le pur code du bien et du mal, je ne rentrerai donc dans aucune case, comme 100% des êtres humains. De toute façon. Et donc c'était plus intéressant, mais c'est pareil, on peut en dire très peu parce que autrement ça va dévoiler des choses très importantes dans le livre. C'était plus intéressant de partir de cette notion de ce qui peut créer et de ce qui peut détruire derrière. Et les lecteurs le découvriront en lisant, verront pourquoi on parle de ça et pourquoi on est sorti de cette simple équation les gentils contre les méchants, et pourquoi même effectivement la voix du méchant, on va dire ça comme ça dans le livre, n'est pas que ça, et que l'analyse est beaucoup plus complexe en fait. Ok. Je vous cite encore une fois. La mort n'est pas l'objectif. Certains s'en sortent. Mais la destruction, même si elle n'est pas mauvaise par définition, est l'objectif premier dans Max. Dois-je comprendre que la mort et la destruction ne vont pas de pair? Comment l'expliquez-vous, Hélène? Alors ça c'est un petit bout donc de dialogue énoncé par toujours pareil, je vais l'appeler le méchant. Ça parlera à tout le monde. Donc hors contexte, ça peut paraître surprenant. Dans le cadre de cette discussion qui a lieu à un moment du livre, l'idée c'est de dire que on n'a pas nécessairement besoin de tuer pour détruire. On peut par des tas de manières différentes, détruire la vie des gens, détruire qui ils sont, leur identité, leurs convictions, leurs valeurs, tout ce qu'on veut, sans pour autant devoir les assassiner ou voire même leur faire mal physiquement. C'est plus compliqué que ça aussi. Et bien évidemment, la mort est une forme de destruction, mais la destruction ne passe pas nécessairement par la mort. Je vais essayer de le résumer comme ça. Encore une fois, c'est dur d'en dire plus sans déflorer trop de points essentiels. Sébastien ? Ouais, là, Hélène a super bien expliqué, donc je prendrai le contrepoint, le point inverse, c'est que considérer que la mort est la destruction suprême, c'est un truc super humain, super égoïste. On pense qu'on est les seuls sur Terre, alors que notre mort, à nous, à titre personnel, elle va embêter notre famille. En termes d'humanité, de monde, d'univers, tout le monde s'en fout. Donc la mort n'est pas la destruction suprême. Elle est notre destruction suprême à titre personnel. Moi, Sébastien, une fois que je suis mort, je suis plus là, donc je suis détruit. Mais en plus, il y a un principe dont on a parlé quand on a écrit Max, c'est rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Et c'est un petit peu ça, c'est qu'il n'y a pas entre guillemets, pour faire simple, je suis pas physicien, mais le poids de l'univers bouge pas beaucoup, qu'on soit vivant ou qu'on soit mort, quoi. Ok. Vous vous moquez également du politiquement correct.
homme de couleur pour homme noir, personne à mobilité réduite pour handicapé. Je vous cite encore une fois, les handicapés sont une plaie pour l'humanité. La nature les détruirait instantanément et elle ferait bien. J'ai volontairement coupé le contenu de cet extrait qui risque de faire grincer bien des dents. N'avez-vous pas peur de vous attirer les foudres d'une partie de votre lectorat, Hélène? Alors, c'est évidemment, on peut se poser des questions en avance. D'ailleurs, on est prêt psychologiquement à se faire laminer par certains. Mais bizarrement, en fait, sur la dizaine de personnes qui a déjà lu le livre en avance, nous n'avons eu aucune réaction du type vous êtes des salauds, je vous hais, jamais plus je vous lirai, c'est scandaleux, etc. Parce que les gens, je pense, ont quand même d'une part l'intelligence de comprendre que c'est de la fiction. Donc, comme on le disait tout à l'heure, ce qui est dit dedans n'est pas nécessairement ce que l'on pense, nous, évidemment. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est que dans ce livre, ces propos très très provoques sont donc tenus par, toujours pareil, le méchant avec des guillemets, et que il a en même temps, dans ses propos, il y a une certaine dose d'ironie, d'humour et de détachement qui permet de comprendre qu'on n'est pas au premier degré, que c'est plus complexe que ça et qu'il faut aussi lire entre les lignes. Donc à ce stade, alors on verra évidemment par la suite, il y aura des personnes qui vont mal vivre certaines choses, mais j'allais dire qu'encore une fois, ça fait partie du contrat avec ce livre. S'il n'y avait que de l'indifférence ou pas de réaction du tout à l'arrivée, on serait bien embêté. Il vaut mieux que ça crée des réactions épidermiques que rien du tout, parce que c'est vraiment l'objectif de ce livre-là. Donc ce n'est pas un problème en tant que tel. Seb? Max, c'est là l'extrait que t'as pris. On fait alors c'est de la provocation là, poussée à l'extrême. On est bien d'accord. Et il y a une idée derrière ça. C'est pris dans un contexte général c'est pas juste une phrase. Même si, et celle-là effectivement, elle choque et elle choquera. Donc ça c'est pour la partie, c'est un peu le propos du livre en fait. Donc évidemment qu'il y aura de ça. Pour les réactions qui seraient mauvaises, moi j'irai encore un pas plus loin. Personne n'est obligé de lire Mia. Ok. Soyons un tout petit peu plus léger quand même. Vous écrivez, le moustique est la preuve absolue que Dieu existe. Par ailleurs, Dieu ne veut rien. La vérité n'existe pas. Des phrases parmi tant d'autres qui vont, je l'espère, devenir culte de Max. Faites-vous un peu l'avocat du diable. Qu'avez-vous à dire pour la défense de ces pauvres moustiques? Je laisse Seb répondre, c'est son rayon, il adore ça. J'ai rien à dire pour la défense des moustiques. Les moustiques, là, j'ai beau réfléchir, j'ai rien à dire. Ils sont la preuve que Dieu existe, mais en plus que c'est un Dieu pervers, quoi. Parce que pour inventer ce truc-là qui sert à rien, juste à nous embêter et accessoirement à tuer énormément de monde sur cette planète, je trouvais ça marrant l'histoire du moustique qui est la preuve de l'existence de Dieu, parce que pour le coup, quand une étude scientifique sort pour expliquer que le moustique sert à quelque chose, il y en a une autre qui lui dit mais non, ça sert à rien. Donc globalement, le moustique sert à rien. Car il serait pas là, ça mettrait pas en danger la chaîne, l'écosystème, la chaîne alimentaire serait pas mise en danger. Et franchement, vu où je vis, ça m'arrangerait. Mais non, j'ai rien à dire pour la défense des moustiques, ni des hommes politiques. Pardon, c'était pas le propos. Hélène non plus? Non, malheureusement, je suis une proie de choix. Je suis la meilleure moustiquaire du monde pour les autres, puisque quand il y a un moustique, il est pour moi. Donc oui, si effectivement le moustique n'a pas d'utilité dans l'écosystème, c'est bien dommage qu'il soit là, parce que c'est un peu une plaie. Et c'était pareil, pris hors contexte dans le cadre du chapitre où ça s'insère, il y a une raison à la présence, à l'évocation du moustique, création de Dieu. Nous allons faire une petite pause musicale. Hélène, quelques mots sur cet extrait que nous allons écouter? Oui, alors en fait, c'est une chanson qui est évoquée dans le livre par Abigail dans un contexte bien particulier que le lecteur découvrira, qui me tenait à cœur personnellement. C'est une chanson que j'aime énormément, que je connais depuis des années et qui s'insérait parfaitement par rapport aux propos qui y sont tenus, aux paroles de la chanson, et que pour des questions de droit, donc on n'a pas repris pour cette interview la version d'origine des Byrds ou aucune des versions commerciales existantes en reprise par d'autres groupes. Donc ce qu'on a choisi de faire,
faire, puisque moi je fais à côté de l'écriture, je fais également de la musique en famille pour le coup avec mon mari, et ça fait partie donc des titres que nous avons enregistrés en reprise. Donc pour illustrer un petit peu l'ambiance du livre, on a décidé d'insérer donc dans cette interview le début de la chanson enregistrée par Nos Soins. Voilà, donc c'est une version très différente de l'original évidemment, et puis j'espère qu'elle plaira aux gens. Nous allons l'écouter. Catfish pie in a great bag. I'm the lover of the buy-in. Mark your doorstep with a half-wet rag. I'm the lover of the buy-in. Raisin slab with a crocodile. Snake I taught me the Mojan style. I sucked and weaned on chicken bile. I'm the lover of the buy-in. The key to the master log. Learned to float in the water clock. I learned to capture the lightning shock. I'm the lover of the buy-in. And I got cats and teeth and hair for sale. I'm the lover of the buy-in. Bearing some days on your tail. I'm the lover of the buy-in. J'ai un message de la régie. Il y a un invité mystère qui n'a malheureusement pas pu se déplacer, mais qui a quelques questions à vous poser. Vous avez une idée de cet invité mystère? On en a peut-être plusieurs, mais on est perplexe. On attend de... Ok. Alors, peut-être que sa première question va vous aider. Alors, Hélène et Sébastien, attention, accrochez-vous surtout. Hein. Vous introduisez votre roman par cette phrase. Le jeu peut commencer. Votre intention clairement exprimée en préambule est donc de jouer avec vos lecteurs. Cette phrase est-elle une position de repli, une porte de sortie, une pirouette, un échappatoire? Sachant que l'ombre de Marie Laveau, la papesse du vaudou, ex-disciple de Marie Salope, plane toujours sur la Nouvelle-Orléans et particulièrement la cathédrale Saint-Louis. Sébastien ? Alors, Sébastien, je te laisse répondre pour commencer. En fait, c'est rien de tout ça. Pour comprendre cette phrase, le jeu peut commencer, faut lire, et on peut pas trop en dire sur cette phrase-là, mais c'est ni une pirouette, ni une échappatoire. Le jeu n'est pas seulement jouer avec le lecteur, ça va un peu plus loin que ça. La phrase fait vraiment partie du livre, de l'histoire. Ok. Rien à ajouter de plus, Hélène? Non. Par contre, les références à Marie Laveau et à la cathédrale Saint-Louis sont de bonnes références. c'est bien de les mentionner. Alors, on continue avec la seconde question de cet invité mystère. Dans la partie d'échecs qui se déroule sous les yeux du lecteur, Zach est la pièce maîtresse de l'un des joueurs. Lequel? Il y a une ambiguïté permanente. Oui, il y a une... Oui, il y a une ambiguïté permanente, effectivement, et c'est difficile de ne pas trop en dire. Zachary est un personnage manipulé, mais pas seulement. Je pourrais le dire comme ça, c'est-à-dire que et le lecteur verra pourquoi au fil de l'histoire et jusqu'à son dénouement, manipulé jusqu'à un certain point. Je vais le dire comme ça. Voilà, c'est mais encore une fois, c'est plus tordu et plus compliqué. Ok, Seb? Oh bah oui, on peut pas répondre à la question lequel, évidemment. En tout cas, c'est pas si simple. Ce ne serait pas si simple que ça d'y répondre de toute façon. Ok.
Donc la troisième question de cet invité, certains éléments de ce roman sont autobiographiques. Alors allons plus loin. Les propos de ce thriller expriment-ils la pensée de Mia? Seb. Bon, la pensée de Mia, ce serait déjà partir du principe que Hélène et moi pensons la même chose sur tout, ce qui n'est pas le cas. On pense pas la même chose sur tout, on a parfois des avis contraires, on a juste une forte capacité à la remise en question et à discuter sans se jeter quoi que ce soit à la tronche, même quand on n'est pas d'accord. Donc, et ce qui arrive, qu'on soit pas d'accord sur des sujets de fond, on n'est pas d'accord sur tout. Mais exprime la pensée de Mia, donc voilà, là déjà premièrement, là, Mia n'a pas de pensée. Derrière, est-ce que ça exprime des pensées à nous? Oui, dans une certaine mesure, pas toutes, et quand c'est le cas, poussées à l'extrême. Parce que nous aussi, on se pose des questions et on les pousse à l'extrême pour voir où ça nous mène. Ok. Hélène? Oui, tout à fait. La Seb a bien résumé. Nous avons je pense que c'est aussi un des gros atouts de notre duo, c'est que nous sommes tous des clones. Donc nous avons disons nous sommes très proches sur ce qui en termes d'écriture pour tout ce qui va être de se préparer, de s'organiser, de travailler, etc. Mais tous les sujets de fond qui nous alimentent pour nos livres, nous avons des fois des avis contraires et chacun de nous même des fois plusieurs avis parce qu'on est en perpétuel questionnement. Et donc la richesse du propos derrière, elle est que justement cette différence et ce questionnement perpétuel permettent de ne pas avoir une pensée unique, linéaire dans nos titres, notamment dans celui-là, qui est donc sur des sujets complexes, et de finalement porter dans l'histoire nos propres angoisses métaphysiques, nos propres questions, nos propres réflexions, nos propres évolutions, parce qu'il y a des choses où on pense peut-être d'une telle manière à 20 ans, et puis à 35 ou 40, ce n'est plus le cas. Donc il n'y a pas de pensée Mia, il y a une méthode Mia, je dirais ça plutôt comme ça, et notre méthode, effectivement, d'un livre à l'autre, même si on change de thématique, même si on change de genre de livre, on est passé effectivement de politique fiction, science-fiction, là on est en thriller, donc le sujet évolue, l'ambiance évolue, mais effectivement, généralement, nos lecteurs, en terminant un livre, nous disent c'est quand même du Mia. Alors, le Mia, ce qu'ils entendent par là quand ils le disent, je ne sais pas exactement, mais je pense que c'est cette méthode d'écriture qui consiste à mettre les pieds dans le plat, à remuer des thématiques qui ne sont pas simples, auxquelles personne d'honnête ne pourrait prétendre avoir toutes les réponses, et qui laisse un goût de remise en question au lecteur. Et ça, oui, c'est une constante qu'on retrouve chez Mia, mais avec des pensées à l'intérieur qui sont très variables et qui ne sont pas nécessairement les nôtres ou pas totalement les nôtres ou voire pas du tout les nôtres. Ça dépend. Allez, les deux dernières questions de cet invité de mystère. Cathy évoque une poésie philosophique. J'y ajouterai subversive. Ne craignez-vous pas une certaine censure, que ce soit de la part des promoteurs de la pensée unique ou de vos fans, Hélène? Ah, la censure. J'ose espérer, vu les modes de diffusion actuels, que ce ne sera pas le cas. Une forme de rejet, peut-être, chez certains. Oui, c'est possible. Mais les lecteurs de Mia sont quand même des gens qui nous apprécient et nous suivent depuis nos débuts, sont quand même des gens qui nous lisent pour cette raison-là, parce que nous ne sommes surtout pas dans du livre gentil contre méchant, le gentil gagne à la fin. Enfin, c'est tout sauf notre univers. Et les gens qui depuis Rémoras, ont continué de nous lire. Ceux qui ont arrêté après Rémoras, déjà, je veux dire, c'est normal. Et on va pas les retrouver sur Max, parce que déjà, Rémoras secouait pas mal de choses. Donc ceux qui vont nous suivre là et continuer de nous lire, normalement, ils viennent pour ça. Donc ils sont censés venir parce qu'ils en redemandent un peu. Ceux qui nous découvriraient totalement avec ce livre pour la première fois, là on verra ce que ça donne et voir si effectivement ils nous rejettent. Après, être censuré sur le plan de la distribution, à moins que vraiment il y ait des plaintes gigantesques d'associations ou je ne sais quoi, non, je ne pense pas. Les gens font bien la différence. On n'est pas dans un essai, une autobiographie officielle ou quoi que ce soit. Ça reste une fiction détachée de ses auteurs. On soit bien d'accord là-dessus. Sébastien? Ouais, puis de toute façon, on n'est pas encore les chouchous des médias mainstream. Donc, oui. pour qu'ils nous censurent, faudrait déjà, pour certains en tout cas qui nous connaissent, donc je trouve que ce serait une belle évolution que si des gens, les représentants de ce qui est la pensée unique, même si je suis
pas tout à fait d'accord avec cette idée-là, mais bref. Parler de nous pour dire que c'est vraiment nul et qu'on est vraiment mauvais, méchant et subversif, moi je prendrais ça comme un très grand honneur. Et puis ça nous aiderait énormément. Pour nos lecteurs, ceux qui nous connaissent, ils viennent pour ça, donc ils savent ce qu'ils auront. La subversion, ça fait partie du contrat. Et ceux qui vont nous découvrir, ils nous découvriront comme ça. Donc ils peuvent aimer ou pas, mais ce sera trop tard pour censurer pour eux, quoi. Donc j'allume. Ok. Alors, dernière question de cet invité. Finalement, ce monument, dont beaucoup de phrases deviendront cultes, apparemment il est d'accord avec moi, ne serait-il qu'une immense farce en forme de conte philosophico-fantastique? Oui, moi j'aime bien le terme de farce tel qu'il était employé il y a quelques siècles. Il y a effectivement un côté, c'est un petit peu aussi l'utilité donnée au fou du roi par exemple, qui est de dire tout haut des choses qui dérangent sous couvert d'humour en ce qui concerne les fous. Mais généralement tout sauf des bêtises. Et là effectivement il y a cette partie, je le disais tout au début, une partie effectivement conte philosophique dans le sens où le livre a plusieurs couches. Il y a vraiment la ligne de base qui est l'histoire elle-même, le côté thriller, tout simplement, d'un bout à l'autre, savoir découvrir ce qui se passe réellement dedans, qui est ce fameux méchant donc que je mentionne depuis le début. Mais il y a derrière toute une couche de lecture qui est beaucoup plus, qui sert vraiment, au-delà de divertir le lecteur, comme on l'a dit précédemment, qui sert à créer des émotions particulières, des questions particulières et à créer cette espèce de malaise qu'on ressent toujours quand on a des convictions de surface qui s'effondrent. Quand on est persuadé d'un truc et puis que tout d'un coup on se dit est-ce que j'ai bien fait de me dire ça, est-ce que j'ai raison de me dire ça, et que ça se produit à plusieurs reprises dans une lecture sur quelques jours. Tous les gens avec qui j'ai discuté jusqu'à maintenant dans l'ensemble m'ont dit que dans les 3-4 jours qui ont suivi leur lecture du livre, ils étaient toujours en train d'y penser. Pas forcément en rapport avec l'histoire de base elle-même uniquement, tout à fait, mais par rapport à tout ce que ça avait pu remuer en eux, et qu'il y a, donc là je pense vraiment que c'est un contrat rempli, c'est-à-dire que à mon sens ce n'est pas un livre qu'on referme et puis qu'on range et on repart faire on va qu'à ses activités normales, ça va se traîner au fond de la tête pendant un temps et peut-être pour certains, sur certaines des thématiques du livre, créer des formes de remise en question ou de besoin d'en parler. Je vais prendre l'exemple tout simple de mon mari, qui a lu le livre pareil avant sa sortie et qui a la bonne idée en plus d'être c'est pas parce que sa femme fait partie de Mia qu'il part avec un a priori positif. À chaque fois il part vraiment neutre dans ses lectures et il oublie complètement que c'est nous. Et pendant les 4 jours qui ont suivi, il s'est senti obligé, c'était important pour lui de revenir me voir en me disant mais quand vous avez mis ça, est-ce que c'est parce que vous pensiez ça? Il y a toute une discussion qui s'est créée derrière et dont il avait besoin. Réellement, le livre a, je pense, déclenché pas mal de choses en lui, et je pense que ça c'est vraiment intéressant et qu'à partir de là, oui, on peut parler d'une certaine forme de philosophie dans ce titre-là, ne serait-ce que parce que derrière il y a des besoins de débat chez certains. Ça a été tout à fait mon ressenti d'ailleurs. Oui. Oui, je suis restée de longues journées à méditer, quoi. Ça m'a un petit peu ébranlée. Contrat rempli alors. Ouais. Sébastien, quelques mots? Oui, pas grand chose à rajouter. C'est vrai qu'on a tous nos lecteurs jusque-là nous ont dit globalement j'arrête pas d'y penser. Donc c'était un peu le but, débrécher quelque chose, quoi. Encore une fois, on n'apporte pas de réponse, mais je pense que les questions sont bien plus puissantes que les réponses et ça permet d'y réfléchir. Mais même à nous, même que j'écris un truc et je me dis ouais, ça fait réfléchir, on va plus loin, on se remet en question, ça fait des débats en famille, c'est plutôt ou entre amis, c'est plutôt sympa. Et si ça provoque ça chez nos lecteurs, le contrat est plus que rempli. On en serait vraiment ravis. Alors pour conclure cette première intervention de cet invité, vous avez une idée de la personne en question? Moi je pense, oui. Je pense aussi. Bon, c'est plus sur la manière dont les questions sont rédigées que sur quoi que ce soit que je pense avoir une piste. Bon, déjà, je vais vous dire que c'est un fan de Max. Si je vous dis que c'est un dévoreur de livres.
Si je vous parle de généalogie, de musique ancienne. Tout à fait. Seb, tu veux répondre? Je pense que c'est notre immense Thierry, non? Oui, c'est ça. C'est Thierry. C'est Thierry. Qui est je le précise au passage, qui est une figure majeure, même en coulisses. Certes, les gens le connaissent peu autour de notre maison d'édition, mais une figure majeure de Vagy pour sa présence. Donc, il nous a rejoint il y a un peu plus de 2 ans maintenant, si je ne me trompe pas, pour à l'origine faire de la bêta lecture sur les titres. À l'époque, on avait besoin de nouveaux bêta lecteurs, et puis il est devenu bien plus que ça en intégrant le comité de lecture derrière et en devenant vraiment un partenaire permanent de la maison pour tout un tas de raisons, et avec qui j'ai personnellement une relation très forte, très intéressante autour de la littérature. On échange beaucoup, et c'est vrai que il a, je pense, une tendresse, le mot n'est pas adapté, mais vous le comprendrez, particulière vis-à-vis de Mia, au point que voilà, il a fait 2 fois sa bêta lecture. Il voulait vraiment contribuer à faire en sorte que ce livre soit aussi parfait qu'il puisse être, parce qu'un livre parfait, ça n'existe pas. Et il s'est vraiment impliqué. Il s'implique tout le temps, mais encore plus particulièrement avec nous. Et je tiens à le remercier pour sa présence permanente, vraiment en plus, il ne mâche pas ses mots quand il dit ce qu'il pense. C'est vraiment un critique précieux et une personne d'une grande érudition avec qui il est formidable de pouvoir discuter. Donc moi, Thierry, quand vous écouterez, je vous remercie pour tout. Voilà. Merci beaucoup Thierry pour tout, effectivement. J'ai un nouveau message de la régie. Sacrée régie. Sacrée régie. Alors, c'est une lectrice qui vous pose la question suivante que je trouve très bonne. Est-ce que vous auriez fait, l'un et l'autre, Hélène et Sébastien, le même choix qu'Abigail? Alors, Seb, tu veux répondre? Moi, clairement non. Clairement non. C'est compliqué de répondre sans que les gens sachent de quel choix il s'agit. Moi, j'avoue que alors c'est peut-être la différence là entre hommes et femmes sur ce point-là, et je peux pas en dire plus parce qu'autrement je vais être forcée de dévoiler le pourquoi du comment. Je pense qu'en ce qui me concerne, j'aurais au minimum hésité, évidemment, et que c'est un choix horrible. C'est ça le problème. Mia a la particularité de donner des choix qui n'en sont pas. C'est des mauvais choix à ces personnages en difficulté, et je crois qu'il n'y a aucune réponse absolue là-dessus. De la même façon, dans un tout autre domaine, que les gens qui me disent, quand on parle, je sais pas, par exemple de l'époque de la Seconde Guerre mondiale, et qui me disent, moi c'est sûr, dans la même situation que ces gens-là, j'aurais fait partie de la résistance, je leur réponds, tu n'en sais rien. Ouais. On ne sait rien, on ne sait pas. Je suis pas la première à le dire, ça a déjà été évoqué par des chanteurs, des poètes, des écrivains. Et savoir si on pourrait être à l'arrivée le bourreau ou la victime, hors contexte, quand on est bien au chaud dans son canapé et qu'on n'a aucun problème, je crois qu'il n'y a aucune réponse simple à ça, et que c'est arrogant quasiment de vouloir prétendre le contraire, même si on est, par ses convictions, persuadé que la résistance était une bonne chose. La question n'est pas là. La question est que l'être humain, dans une situation critique donnée, un pleutre peut se transformer en personnage héroïque, et quelqu'un d'a priori costaud peut se dégonfler totalement, pris de panique, pris par le stress, pris par on ne sait trop quoi, et que aujourd'hui, comme ça, posé devant mon micro, je répondrais que au moins j'hésiterais, mais je ne sais pas en réalité. Ouais, clairement, c'est difficile. C'est un choix infâme. Et ce que j'aime bien ce que tu dis, Hélène, effectivement, il y avait beaucoup plus de résistants en 46 qu'en 44. Exactement. Et il est impossible de dire, moi aussi, j'aimerais dire que j'aurais été évidemment résistant. Est-ce que c'est vrai? Il y a que dans la situation, il y a que sous le feu qu'on connaît nos propres réactions. Oui. Exactement. Tout à fait. Et il y a des gens qui sont, comme tu dis, qui ont été des pleutres toute leur vie, et même certains qui, pour le coup, pendant la résistance, qui ont été fusillés après, et qui en fait étaient des résistants, sauf que ils n'ont pas eu besoin de le raconter sur tous les toits. Aussi, voilà. Oui, évidemment. C'est beaucoup plus compliqué. Et là, le choix, en l'occurrence, dans le livre, il est effectivement infâme. Il n'y a pas de bon choix, et quel que soit, je pense que quand le lecteur se pose la question, qu'est-ce que j'aurais fait?
Il n'y a pas de bonne réponse. Il n'y a pas une réponse qui fait du lecteur une personne bonne ou mauvaise. Voilà ce que je peux dire. Ok. Donc je pense que vous avez quand même besoin d'un indice pour découvrir cet invité. Un petit indice, allez. Ouais. Allez, un petit indice. Je pense qu'Hélène va savoir de qui il s'agit si je dis qu'il s'agit d'une lectrice qui adore être menée en bateau. Oui, je sais. Je suppose que je sais. Je pense qu'il s'agit de Marie-Pierre. Oui. Voilà, Marie-Pierre Bardou, qui est, en ce qui me concerne, donc plusieurs choses pour moi, qui est ma meilleure amie, la marraine de mes enfants, enfin marraine officieuse, puisque voilà, il ne s'agit pas ni de baptême ni rien, mais disons que c'est une personne qui, voilà, a une relation très très particulière, très proche avec mes enfants, qu'on se connaît donc depuis 15 ans, dans une autre vie professionnelle. Enfin voilà, on a eu un parcours commun avec moult étapes. Et qui est également évidemment auteur dans notre maison d'édition, avec de nombreux livres écrits par sa plume, et dont la fameuse, pour ceux qui suivent un peu l'activité de notre maison, la fameuse saga Dialine. Assez rigolo d'ailleurs, parce qu'une partie des éléments de Dialine se déroulent à la Nouvelle-Orléans, dans une toute autre atmosphère évidemment, puisqu'on n'est pas du tout dans le thriller, mais dans la saga familiale en littérature beaucoup plus historique, voilà, on va le dire comme ça. Et voilà, Marie-Pierre, elle suit Mia aussi de fait depuis le début. Alors je sais, elle saura que je le sais en écoutant cette interview. Je sais que Max n'est pas son ouvrage de Mia favori, et je sais pourquoi, et je le comprends totalement. Je suppose et je me doute qu'elle a apprécié sa lecture, mais qu'elle s'est plus retrouvée, par exemple, dans la trilogie La Faille, pour des questions, parce que Max est beaucoup plus rude, beaucoup plus violent en termes de pensée, et que ce n'est pas nécessairement le type de littérature qu'elle préfère si elle doit choisir, notamment entre Max et La Faille. Mais je la remercie pour sa lecture anticipée et puis les remarques qu'elle a pu nous faire, et je l'embrasse évidemment, puisque c'est mon ami. Voilà, tout simplement. Je vais la remercier aussi pour autre chose qui va bien plus loin, qui est bien plus loin en termes de temps, c'est que Mia n'existerait pas sans Marie-Pierre, puisque c'est par l'intermédiaire de Marie-Pierre que Hélène et moi nous connaissons. Effectivement. Effectivement, les hasards de la vie et des choses, des fois des virages un peu étranges qui font qu'à l'arrivée, 8 ans plus tard, on est toujours en train d'écrire et de travailler ensemble avec Sébastien, effectivement par le biais d'Empi à l'origine, et j'en profite donc pour rajouter, parce que nos lecteurs ne sont pas nécessairement des lecteurs de titres un peu plus historiques, mais vraiment cette saga Dialine, pour tous ceux qui ne l'auraient pas encore découverte, allez-y, c'est un grand voyage d'une autre sorte évidemment que ce qu'ils peuvent faire avec nous, mais c'est une très très belle histoire. Ouais, oui, c'est magnifique. Ouais, non, c'est clair, Marie-Pierre est quelqu'un de super avec qui travaille aussi avec moi dans d'autres activités, et je la remercie aussi pour ça, parce que c'est super de travailler avec elle aussi. Pour ne plus parler de régie, qui amuse beaucoup Seb, je vais parler de Standard, qui est prêt à exploser, car j'ai 2 nouvelles questions d'un auditeur que vous connaissez bien tous les deux. Alors, première question. La légende veut que l'écriture soit, en quelque sorte, une thérapie. Qu'avez-vous besoin d'extérioriser à travers vos livres? Seb. Ouais. Je vais répondre pour commencer, si tu veux, puis tu compléteras. Alors, thérapie, oui et non. Moi, j'ai toujours écrit depuis le plus jeune âge. Ça a toujours été un mode de. J'ai 2 modes d'expression principaux, c'est l'écriture et le chant, et qui ne servent pas à la même chose, qui n'ont pas le même. Les besoins ne viennent pas en même temps. C'est-à-dire qu'il y a des moments où l'écriture s'impose, d'autres c'est le chant. Mais dans les 2 cas, on retrouve dedans, il y a une notion de partage. Plus que de thérapie, c'est-à-dire que, par exemple, j'ai, comme beaucoup d'adolescentes, tenu un journal intime pendant quelques années, quand j'avais entre 13 et 17 ans, quelque chose comme ça.
Mais c'est pas de ça, c'est de la thérapie. Effectivement, on pourrait le voir comme ça, besoin dans les périodes difficiles de garder la trace sur le papier de petites choses qui sur l'instant vraiment ont une énorme importance pour la personne. Là, dans la fiction, dans l'ouvrage réfléchi professionnel où vraiment on travaille, on est adulte, on a un bagage avec nous, on est plus dans la restitution, dans le partage, dans le besoin de garder une trace de qui on est. C'est difficile à expliquer. Comme tout le monde, j'imagine qu'un jour, j'y pense forcément, un jour je mourrai, comme tout être humain. Et l'idée d'avoir laissé de moi quelque chose, alors bien sûr, il y aura mes enfants et leur descendance, mais à côté de ça, quelque chose qui vraiment a jailli de moi et restera, même si plus personne ne nous lit dans 5 ans, dans 10 ans, dans 30 ans, Mia aura existé, nos idées, en tout cas les réflexions qu'on veut créer chez les gens auront existé, elles resteront peut-être dans une vieille malle dans un grenier, ce n'est pas très grave, mais j'aurai laissé ma toute petite empreinte sur cette terre où je serai passée. Et c'est plus, on peut utiliser le terme de thérapie peut-être, mais ce n'est pas que j'ai peur de la mort, c'est que ça m'ennuierait de mourir en n'ayant aucun témoignage de ce passage-là. Voilà. Et en fait, je pense que c'est pas ça qui motive. À chaque fois, je me dis vite un nouveau livre parce qu'un jour tu mourras, il faut qu'on se souvienne de toi. Non, c'est pas ça. Mais je crois que c'est un fil conducteur à l'arrière qui est important d'une façon ou d'une autre chez les artistes, hein, de façon globale, que ce soit les musiciens, les sculpteurs, les peintres, les écrivains. Il y a plus une notion de témoignage derrière, ce besoin de témoigner qu'on a eu des choses à dire, qu'on a envie qu'il y ait une trace, et que peut-être d'ailleurs cette trace ne sera plus vraie dans 10 ans. Peut-être qu'on aura avec Seb beaucoup évolué, on n'aura plus du tout les mêmes idées et que notre écriture elle évoluera. Mais justement, dans nos livres, il restera quelque chose de nous qui nous dépassera à un certain point de notre vie et après notre mort évidemment. Sébastien ? Je suis complètement d'accord. Et je ne saurais pas trop quoi dire de plus, si ce n'est que côté thérapie, je pense avoir rien de grave qui la justifierait. J'ai un petit truc, mais c'est pas qui est pas très grave, que je vais faire un aveu ici en direct. Je suis sociopathe et ça m'évite de tuer mes voisins. Je plaisante. Coupe pas au montage que je plaisante. Non, je ne sais pas. Thérapie, c'est pas, je pense effectivement pas non plus que ce soit le bon terme. Effectivement, laisser un legs, laisser quelque chose. Et puis maintenant, ça devient, un besoin. Et puis c'est un moment on a des comment dire, on travaille sur plein de sujets avec Hélène évidemment, mais l'écriture de nos propres livres nous permet des débats intellectuels passionnants que j'ai pas toujours par ailleurs. Donc ça fait partie pour moi c'est un besoin, c'est pour ça qu'on a. Oui, tout à fait, un besoin intellectuel effectivement. Et je rajouterais juste, alors si on utilise le terme de thérapie au sens plus médical et non pas spirituel, en ce qui me concerne, parce que la question m'a souvent été posée, puisque j'ai un mode de vie un petit peu bizarre qui consiste globalement à être insomniaque et à ne pas, en tout cas à ne pas me coucher, à écrire très tard dans la nuit. Donc je suis un peu décalée par rapport au planning normal. Et l'écriture me sert à combler aussi. J'ai une maladie particulière qui fait que j'ai besoin d'occuper mon cerveau. Et très concrètement, autrement les conséquences sont compliquées. Et effectivement, la solitude nocturne est parfaitement gérable à partir du moment où j'écris et où je peux occuper en permanence ma tête, mon cerveau, mon esprit avec ce type de projet majeur. Et là, oui, ça devient, dans le bon sens du terme, une bouée de sauvetage. Heureusement que je l'ai, parce que je ferais autre chose, peut-être autrement. Mais c'est d'ailleurs pour ça que je pense que ce que j'écris de mieux, généralement, se fait à 2 ou 3 heures du matin, et parce que je suis dans un état extrêmement particulier dans ces périodes-là. Ok. Donc, seconde question. Il y a bien souvent une part de vécu de l'auteur dans un livre. Oseriez-vous citer l'une de vos scènes qui fait écho à une expérience personnelle ou une source d'inspiration ? Seb ? Ouais, autant sur le premier livre, ça aurait été facile. Sur celui-là,
il n'y a pas réellement d'écho. C'est un écho. Enfin, pour moi, c'est un écho cérébral plutôt que il n'y a pas de scènes de vie qui ont été directement reprises dans Max, ou alors j'hallucine, mais pour moi, il n'y a pas un moment du livre où c'est quelque chose qui m'est réellement arrivé. Ok. Hélène? Oui, le seul, oui, alors toute la toile de l'histoire, non, évidemment. Après, oui, effectivement, il y a une composante particulière du livre liée à Zacharie. Certaines de ces scènes, je les ai vécues personnellement, où j'ai assisté plus ou moins chez une autre personne à quasiment la même chose. Donc là, effectivement, c'était assez puissant de pouvoir utiliser les particularités de ce personnage, parce que détourner, déformer, appliquer à ce qu'il est lui, évidemment, hein, ce n'est pas non plus encore une fois une thérapie directe pour parler de soi, exploiter des choses qu'on connaît très personnellement pour servir le récit derrière. Et là, oui. Alors, une idée de la personne qui vous a posé ces questions, ou besoin d'un petit indice? Peut-être, mais j'aimerais bien un petit indice en ce qui me concerne. Idem, un petit indice serait bienvenu. Cette personne adore les bonbons. Alors, je crois savoir. Et vous la connaissez mais vraiment très bien, et puis vous êtes souvent en communication avec cette personne. Hein. Ouais, je pense que la première question a aidé beaucoup. C'est notre petit Gaël. Notre Gaël national, international. Oui. C'est votre Gaël international. Notre Gaël, donc, qui est donc Gaël Rosaire, qui est membre et fondateur avec nous et membre des éditions Agi également, qui est à nos côtés pour toutes nos activités d'édition, de webmastering, enfin de tout ce qu'on fait en parallèle de notre travail sur Mia, et qui effectivement avec qui on est surtout moi pour le coup quotidiennement en communication pour le travail, et qui m'a promis que ce Mia-là, il le lirait, puisque c'est un genre, a priori, sur le papier, qui cette fois lui plaît beaucoup plus que peut-être le genre un peu anticipation science-fiction des ouvrages juste avant. Et donc je ne sais pas s'il l'a encore lu ou s'il est sur le point 2, mais j'espère que ça viendra dans tous les cas. Et puis je profite de cette interview pour le remercier lui aussi de tout ce qu'il fait avec nous depuis les débuts, et de vraiment de son investissement dans l'aventure EAJ qu'on a construit vraiment de zéro avec lui, et pour laquelle il est très très présent. Je me joins à toi pour le remercier. Et un gros bisou. Là, moi non. Alors, on va saupoudrer un petit peu cet entretien d'un peu d'humour. On en a un petit peu besoin. Donc, je vais vous laisser écouter et répondre à la question qui a été enregistrée cette fois-ci par votre dernier invité. Ok, on l'écoute. Bonjour à Mia, Hélène et Sébastien, tous les trois. Voici la question qui me taraude concernant Max. Quel est le minimum de Max sur une échelle sans barreaux mais télescopique ? Merci par avance. Sacré Eric. Il est dingue. Ça, Sacré c'est Eric, un grand malade, notre copain Eric Lequien, qui est auteur, éditeur aussi. Il a créé sa maison, et puis surtout le développeur du logiciel de dédicace d'e-book Dédi, et donc avec qui on est partenaire et copains, et sa question est dingue comme lui, donc voilà. L'échelle télescopique sans barreau, j'ai vachement mal à la visualiser, désolé Eric, mais là ça va être difficile. Non, là c'est une question sans réponse, mais on apprécie vraiment la démarche, et on n'attendait pas une autre question de sa part, effectivement. Je suis pas étonné. Alors, en conclusion, Max, c'est une prise de position, une prise de conscience, un grand coup de pied dans la fourmilière? Hélène? Oh, c'est un peu tout ça. C'est, j'espère surtout une belle histoire avec parce que une histoire où les personnages vont toucher les lecteurs, puisque une histoire serait creuse sans cette composante-là. Et j'espère qu'ils vont apprendre des choses sur certains points, notamment dans le cas de Zacharie, qu'ils vont un petit peu se creuser la tête, bien sûr, pour essayer de comprendre ce qui se passe dans cette histoire, ce qui arrive, où ça va les mener, et puis effectivement tout un tas donc d'interrogations, de questions qui vont surgir, et que
grâce au livre, à sa petite contribution, ça lancera peut-être effectivement des débats, comme disait Seb tout à l'heure, entre amis, en famille ou n'importe. S'ils sont plusieurs à lire le livre dans un même foyer, ça peut être intéressant de voir ce que ça va donner comme discussion derrière. Et comme d'habitude chez Mia, je crois qu'on laisse vraiment le soin à nos lecteurs de tirer leurs propres conclusions et d'imaginer. Les gens qui nous ont déjà lu savent qu'on a horreur des fins totalement carrées où c'est comme ça et pas autrement. Au niveau de Mia, on aime laisser au lecteur le droit d'imaginer d'autres possibilités, des fins multiples, tout un tas de choses qui font que le débat continue derrière. Sébastien ? Oui, je suis complètement d'accord. C'est tout ça à la fois et c'est avant tout, on espère, une histoire qui plaira, parce que c'est un roman, donc il y a une histoire, on espère que l'histoire plaira, et que tout ce qu'il y a derrière, alors plaira, c'est un grand mot, plaira, parce que ça peut plaire ou déplaire, mais que ça provoquera quelque chose, tout sauf de l'indifférence. Je vais enfin vous lire un dernier message qui personnellement m'a beaucoup ému. Hélène, Sébastien, écoutez bien. Repos est un mot que j'ignore, disparu du cerveau, du corps. Ces lignes sont extraites d'un poème, comme j'en écris souvent, au sujet de la maladie de Willis Ekbom. Cela m'aide à la mettre à distance. Celle-là même qui affecte Zacharie, un des personnages du roman Max. Je me retrouve vraiment dans ce qu'il subit, au quotidien, nuit et jour. Hélène sait tout cela. Mes gènes se sont malheureusement fait un plaisir de lui transmettre la maladie. Elle pourrait m'en vouloir. Eh bien, pas du tout. Quelle belle preuve d'amour filial que me dédier le dernier ouvrage de Mia. Sébastien, qui ne me connaît pas, s'est associé à elle les yeux fermés dans cette démarche, et cela me touche énormément. Ils vont peut-être parvenir à faire encore mieux connaître cette maladie du grand public grâce au succès de leur roman, que je leur souhaite le plus grand possible. Qui est cette personne, Hélène ? Donc c'est ma maman, Catherine Messy, qui est également la présidente officielle des éditions AJ, je le précise pour ceux qui auraient déjà vu son nom. Et oui, son message me touche énormément parce que d'une certaine façon cette maladie on en parle régulièrement depuis des années forcément au quotidien quand on se voit mais on en parle sans en parler, c'est-à-dire que on sait exactement l'une et l'autre ce qu'elle signifie, les problèmes qu'elle crée, la dégradation de vie qu'elle implique, mais on a quand même toujours une certaine pudeur autour de ça, parce que c'est dur d'y penser tout le temps, parce que en ce qui me concerne, moi je ne veux pas que ça me définisse, donc je vis avec et puis je mets ça de côté et ça fait partie de qui je suis. Mais là, je tenais effectivement à lui dédier ce livre parce que plutôt que de choisir un héros alcoolique ou accro au jeu ou n'importe quoi dans le livre, j'ai proposé à Seb d'utiliser cette thématique-là pour en faire un anti-héros et quelqu'un de complexe, et pour avoir le loisir effectivement de pouvoir montrer dans ce que ça a de plus vraiment contraignant, de plus dramatique, de plus pathétique au quotidien. Il y a quelque chose vraiment de pathétique dans cette maladie et c'est dur de se dire qu'on est concerné. Et c'est dur de se dire qu'on a une maman qui est concernée. C'est quelque chose. Donc là, je rentre un peu dans du domaine personnel, évidemment. Ça me dérange pas d'en parler. J'essaie de rester pudique par rapport à elle, mais je sais à quel point elle souffre. Je sais à quel point moi j'ai peur parce que elle me montre le chemin et j'ai été atteinte beaucoup plus jeune qu'elle. Donc techniquement parlant, à l'âge qu'elle a aujourd'hui, quand moi j'y serai, je risque d'être dans un état encore pire. Donc c'est ce qui me fait le plus peur. Aujourd'hui, quand je pense à mon avenir, peut-être plus que la mort, à des choses qui sont a priori plus lointaines, c'est toute la dégradation de vie qui va accompagner ça, puisque les lecteurs comprendront en lisant et puis découvriront donc par la suite, lorsque le livre sera sorti, on l'accompagnera d'un certain nombre d'explications, de petits articles sur la question pour montrer à quel point voir les gens qui sont atteints, quand on les voit, ça parle tout de suite plus. Et c'est émouvant qu'on puisse
d'un sujet aussi désagréable, je vais le dire de cette façon, en tirer une certaine poésie effectivement à l'arrivée, s'en servir pour créer, s'en servir. Donc ma mère elle peint, à côté de ça elle écrit, elle peint, elle a transformé tout ce que la maladie impliquait en artistique. J'ai fait la même chose de mon côté d'une autre façon, puisque moi j'ai décidé à ce stade de ne pas me traiter, de ne pas me soigner, parce que les traitements sont extrêmement ont des effets extrêmement contraignants, et donc on a chacune une manière de répondre à ça. Elle étant bien sûr à ce stade plus atteinte que moi encore, et c'est quelqu'un que j'admire beaucoup, ma mère, parce que sa vie a été chamboulée, complètement transformée par l'apparition de la maladie, à un point qui est très différent d'une maladie plus traditionnelle. Je mets des gros guillemets autour évidemment, puisque je ne m'en moque vraiment absolument pas, mais des maladies très identifiées, et c'est ce qu'on explique un petit peu aussi dans le livre, comme le cancer, des choses connues du grand public, qui donc ont où les malades, quand ils en parlent, ont autour d'eux des gens qui sont capables de répondre, de savoir de quoi ils leur parlent, tout simplement. Cette maladie-là est une vraie cochonnerie parce qu'elle est sans traitement. En fait, le traitement qui est donné est un traitement purement qui permet de survivre, c'est-à-dire qui permet de tenir en ne dormant pas. Donc c'est quand même, pour un être humain, ne pas dormir, c'est très compliqué. Et donc c'est une maladie où on est forcé en permanence d'expliquer pourquoi on est malade et qu'on a une vie qui à la dérive. Mais non, on va pas forcément mourir non plus. Ça place toujours les personnes dans des situations très compliquées psychologiquement, et où l'entourage est complètement doit s'éduquer, doit apprendre, c'est très difficile. Et pour le coup, peut-être que je me dis, dans certains cas, le fait que finalement ma mère m'ait transmis cette maladie, je me doute bien qu'en tant que maman, elle doit en être désolée. Mais d'une certaine façon, ça nous rapproche, parce que je suis d'autant plus capable de comprendre sa souffrance, et que elle me donne vraiment cette impression de ne pas être seule dans cette situation. Et je pense que c'était intéressant d'exploiter ça dans un livre qui n'a rien à voir avec la thématique à la base, dans un thriller. C'est le premier thriller que j'en ai jamais lu en fait, d'histoire dans laquelle le héros se trimballe. Des héros cancéreux, j'en ai vu, des héros alcooliques, j'en ai vu, des héros comme ça, non. Et effectivement, si via nos lecteurs, ça permet un petit peu de diffuser l'idée que les gens se renseignent, découvrent ce que c'est, ça fait aussi partie, c'est un point de plus dans ce livre-là, une couche de plus supplémentaire que je trouve intéressante. Et là-dessus, Seb m'a suivi effectivement les yeux fermés, comme elle le dit, parce qu'on est amis, parce qu'il voit comment je vis, parce qu'il me connaît bien, qu'il sait que c'est pas simple, et que ça donnait une épaisseur intéressante à exploiter sur le plan purement créatif. Et désolée pour cette intervention un peu longue, j'essaye de regrouper mes idées, et je voudrais vraiment remercier ma maman pour ce message, pour tout en fait, parce que bien évidemment la moitié de ce que je suis lui appartient, et je l'aime. Voilà, je l'aime très fort, et je l'embrasse. Une jolie conclusion d'Hélène. Sébastien, une petite conclusion? Tout d'abord, merci beaucoup pour votre message, Catherine. Et moi, j'ai appris avec le temps ce que c'était, et j'ai conscience maintenant, et encore plus après Max, de l'abominable enfer que c'est, et que ça peut devenir, et qu'on connaît pas du tout cette pathologie, et que si ce livre peut aider à ce que les gens qui en sont atteints entendre moins de bouge-toi le cul, c'est dans la tête, on aura fait déjà un grand pas. Et en plus d'un pur point de vue histoire, c'est un vrai pivot central, et ça a été quelque chose de passionnant à utiliser dans le livre. Mais en plus, si ça peut aider à faire connaître et prendre conscience, c'est un point fort, ce sera un point fort, et j'en serai très heureux. Eh bien, je rappelle à nos auditeurs, Max est un thriller fantastique, haletant, mais aussi dérangeant, profondément déstabilisant, qui ne laissera personne indifférent. Amateur de thriller, de lecture forte et puissante, et si vous êtes prêt à une refonte complète de nos certitudes, accrochez-vous à votre siège, inspirez profondément, expirez, lisez. Et rappelez-vous que le duo Mia est diablement bon. Merci Hélène, merci Sébastien, et à très bientôt dans Roue Libre. Merci Cathy, à très bientôt. Merci beaucoup Cathy, au revoir.